Bonjour François, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions dans cette période un peu de confinement. On va faire cette interview via Skype. Donc, est-ce que tu peux te présenter et parler un peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, je suis François Cédel. Je travaille à la DSI de l'INRAE. Je suis à l'INRA depuis 2006, à la DSI de l'INRA depuis 2006 même. Après des études d'informatique classiques à la fac, je suis rentré à l'INRA et pour mener une étude, pour choisir et mettre en place, déployer un outil de travail collaboratif, un groupware, comme on disait à l'époque, voilà, en 2006. Et, euh, et après, petit à petit, je suis devenu responsable de l'équipe qui s'occupait des outils collaboratifs, puis de l'équipe qui s'occupait du web, des outils web, des services même web et collaboratifs de la DSI. Puis directeur d'une unité qui s'occupait de ces services-là et des services autour du poste de travail. Voilà, jusqu'en 2019. Et puis en 2020, il y a eu la fusion avec l'INRAE. Donc la réorganisation de la DSI. Maintenant, je suis responsable de service, je crois que c'est le terme, du service collaboration et communication. Donc, il s'occupe toujours des mêmes outils. Donc, ça regroupe la messagerie, le Skype, les usines de sites web, EasyPublish, les sites événements, l'outil d'enquête, etc. En tout, on a une vingtaine de services disponibles, et tous via Ariane, le fameux outil de gestion de la demande et d'incidents de l'INRAE. Voilà. D'accord. Et ça représente au final le combien de personnes, on va dire l'INRAE, en termes d'utilisateurs de ces outils-là? C'est combien de personnes? Nous, on a 100% de l'INRAE, même plus que 100%, parce qu'on a beaucoup d'externes en fait. Donc typiquement sur la messagerie, on a 16 000 boîtes mail. Un petit peu plus compliqué parce qu'il y a partage, mais on a tous les utilisateurs de messagerie, tout le personnel de l'INRAE est utilisateur de la messagerie. Donc on a tout le monde. Mais si on prend par exemple les listes de distribution, dans lesquelles on a des listes pour des groupes scientifiques qui peuvent toucher plein d'extérieurs, on avait fait un recensement il y a un petit bout de temps, on avait 60 000 abonnés, donc adresses mail différentes dans une liste de diffusion. Donc, voilà. Donc on a beaucoup d'utilisateurs de nos services. Après, c'est très variable. Les espaces de partage de documents SharePoint, on a quelques milliers d'utilisateurs, on a 800 sites, je crois, et quelque chose comme 6000 utilisateurs. Skype, hors confinement, on était autour de 3000 utilisateurs quotidiens. Là, on est monté à 6000 avec le confinement. D'accord. Et notamment, dans tous les outils collaboratifs à l'INRAE, il y a aussi tout ce qui va être SharePoint, le partage de fichiers, ce genre de choses. Ouais. Et notamment, on nous a eu comme communication qu'on choisissait ces outils-là, notamment pour des raisons de sécurité et de stockage, pour pas utiliser les outils Google, pour pas que tout soit stocké, par exemple, aux États-Unis. Et dans nos outils SharePoint, où c'est stocké tout ça? Alors, il y a donc il y a deux types de services disponibles à notre communauté. Il y a des services qui sont, enfin, trois types, on va dire. Il y a ceux qui sont proposés par l'INRAE. Donc ceux-ci sont hébergés quasiment tous dans les data centers de l'INRAE. Donc pour ceux dont moi je m'occupe, ils sont tous hébergés dans les data centers de l'INRAE. Donc on a deux data centers. Je suis un troisième qui est arrivé avec l'IRSTEA. Donc on a l'Île-de-France, qui est un data center mutualisé avec le CEA. On a un data center à Toulouse, propre dans le centre de recherche INRAE Toulouse. Et récemment, donc, est apparu le data center de Montpellier au CINES, qui est un data center mutualisé aussi pour l'éducation nationale, la recherche, etc. Donc toutes nos données des outils collaboratifs INRAE sont dans ces data centers et ça circule sur le réseau Renater. Donc voilà, il n'y a aucune information qui passe dans le cloud de Microsoft ou Google lorsqu'on utilise ces outils.
Donc, on a une deuxième classe d'outils qui sont ceux proposés par nos partenaires. On a Renater, qui est un partenaire généraliste qui propose des services informatiques du type Rendez-vous, Renavisio. Il y a des listes de distribution, il y a des FileSender pour envoyer des gros fichiers. Donc tout ça, ce sont des services sécurisés, sûrs, labellisés par les RSSI. Donc je ne sais pas exactement où sont hébergées les données, mais ce sont des services sûrs. Et après, on a des autres partenaires de recherche qui proposent des services qui sont ouverts à l'extérieur. Je pense au CNRS qui propose un outil de création de site web, Colloc qui est ouvert. Il y a d'autres partenaires qui peuvent proposer des services. Ça, c'est pareil, c'est considéré comme sûr. Et après, il y a les outils grand public, cloud public, Google, Dropbox, ce genre de choses, où là, c'est considéré comme pas sûr du tout parce qu'on coche, on signe les CGU autorisant Google et autres à lire nos informations à des fins publicitaires généralement. Voilà, donc ça pose problème dans le cadre d'un travail privé, d'un travail professionnel, pardon, parce qu'on autorise potentiellement des concurrents à aller lire des données professionnelles, à les revendre, et aussi des données personnelles. Donc là, c'est plus à titre privé. Avec le RGPD, vous savez que l'Europe a imposé pas mal de sécurité autour des données personnelles. D'accord. Et justement, puisque tu évoquais la fusion avec l'IRSTEA, ça représentait quoi en termes de travail pour toute la DSI, cette fusion? Alors, on n'a pas un décompte officiel, mais il y a une estimation qui a été faite qui était de 2000 jours hommes pour la DSI pour réaliser la fusion. Donc, ça fait quand même un petit peu de boulot. Donc, ce qui était compliqué, c'est qu'on avait des outils différents, des cultures différentes. On n'a pas la même taille du tout, hein, donc on avait pas les mêmes façons de faire. Et donc il y a eu toute une phase où il a fallu un peu s'apprendre à se connaître, apprendre à ce qui existait de part et d'autre. Et puis après, ce qui a été difficile aussi, c'est d'avoir les décisions. Quand il y a deux outils, lequel on garde, ces décisions ont parfois tardé. Et ça ne nous a pas aidé au niveau informatique à travailler facilement, quoi. Mais bon, ça c'est fait, ça c'est bien fait. Et j'espère qu'il n'y a pas eu trop de soucis. Mais je pense que la fusion informatique, en tout cas, tes établissements, a été une réussite. Okay. Mais c'est quoi les services qu'il faut fusionner? Parce que bon, nous, ce qu'on voit de notre point de vue, ça va être, par exemple, le changement d'adresse mail. On a vu aussi, par exemple, le changement de logo sur certains sites web. Mais je suppose que, par exemple, tous les services dont tu parlais, SharePoint, tout ça, ont aussi être fusionnés? Alors, oui. Alors, il y en a qui ne sont pas encore finis d'être fusionnés, hein. Il y a certains outils où on a encore les deux mondes existent. Les deux anciens outils existent. Typiquement pour SharePoint, c'est le cas. Il y a encore un outil de GED côté ex-IRSTEA. Parce que migrer des données, c'est compliqué. On peut les garder encore quelques mois, années, le temps que ça meure tranquillement, on va dire. Plus besoin de ces données. Ça, c'est des choix, des arbitrages qui ont été faits. Mais en fait, il y a toute une couche non visible des utilisateurs, et c'est tout ça qu'il a fallu fusionner. Il y a le plus important à la DSI, c'est la paye. Ah oui. Donc la première chose qui a été décidée d'ailleurs, et le projet prioritaire était de faire en sorte que tout le monde soit payé en janvier. Et pour arriver à cela, c'est mieux. Il faut fusionner tout ce qu'on appelle nos référentiels. Donc on a des référentiels agents, des référentiels de structure, des référentiels d'authentification, etc. Qui sont des sortes de grosses bases de données. Et il faut fusionner tout ça. Donc, et faire en sorte que ça continue de fonctionner aussi. Parce qu'on a des chaînes d'alimentation, ces référentiels alimentent les outils. Donc alimente LDAP, alimente la messagerie. Quand on se connecte dans SharePoint avec son LDAP,
avec son login mot de passe, il faut que tout ça en fait vient d'une cascade d'alimentation. On appelle ça l'urbanisation du système d'information. Et voilà, il a fallu fusionner tout ça. Alors tout ça c'est invisible pour l'utilisateur, mais c'était le gros du travail en fait. D'accord. Et tout le monde a été payé en temps. Donc, Oui. Donc vous avez bien bossé. changement de logo ou rajouter un E pour avoir INRAE, côté INRA, c'était facile, ça, c'était pas compliqué. Mais je crois savoir quand même qu'il y avait, notamment sur les sites web, un gros travail qui était tous les liens permanents entre les différents sites, qui ont dû tous être modifiés pour passer justement de INRA à INRAE, ce genre de choses. Oui, en fait, mais ça, on a pu automatiser toute cette opération avec des règles de réécriture, en fait. Donc, à chaque fois qu'on tape INRA, c'est redirigé vers INRAE. D'accord. Donc, tous les liens qui existaient n'ont pas obligation d'être renommés en INRAE, en fait. Soit en INRA, soit automatiquement redirigés vers INRAE. Après, c'est pas toujours aussi simple que ça, parce qu'il y a par exemple, le site national a été complètement refondu pour le passage à l'INRAE, donc les anciens liens, on ne pouvait pas simplement renommer, rajouter un E, parce que toute la structure du site a été revue, donc les liens ne marchaient plus, donc on a dû faire une matrice de redirection un petit peu plus complexe pour certains sites. D'accord. Et donc tout ça, c'est un gros travail que vous avez fait en fin d'année 2019. Et début 2020. D'accord. Et je suppose que là, on va dire mi-mars, avec le début du confinement lié au coronavirus, d'un coup, il y a eu une nouvelle grosse charge de travail avec le passage de tout l'INRAE vers le télétravail. Ouais, tout à fait. Donc une grosse partie des outils dont j'ai la responsabilité, forcément, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est capacité du VPN à encaisser la charge. Et des accès. On travaille aussi plus, on s'envoie plus de messages, etc., vu qu'on n'a plus les collègues aussi côte à côte. On a besoin de plus de partager de fichiers, etc. Donc, c'était pas une période de tout repos pour nous. Là, ça fait 15 jours maintenant qu'on est en confinement. Et c'est vrai que ces 15 premières journées, là, ont été un peu tendues. Ouais, il a fallu s'assurer que tout fonctionne bien. Heureusement, c'est le cas. On avait, pour tout ce qui est des outils collaboratifs propres à l'INRAE, des outils bien dimensionnés. On avait prévu de pouvoir encaisser cette montée en charge. Donc on est assez serein sur le fait qu'on puisse encaisser le coup. Par contre, il est vrai que nos partenaires, par exemple Renater, ont été complètement débordés sur la partie visioconférence. Bon, après, Renater sert toutes les universités, c'est un public qui est très large, hein, donc ils ont été complètement débordés par ces services. Donc là, ils sont en train de déployer d'autres instances pour augmenter leur capacité, etc. Donc c'est en train de revenir à la normale. Et nous, de notre côté, on s'assure on essaie aussi d'augmenter nos capacités et surtout de documenter. En fait, on fait un gros travail de documentation. On a des milliers de personnes qui d'un seul coup doivent installer des outils, travailler autrement. Donc notre équipe de support est un peu sursollicitée, donc on essaye de pallier à ça en faisant de bonnes documentations. On a diffusé d'ailleurs vendredi dernier sur l'intranet un guide de connexion sur Skype, etc., pour essayer de simplifier la vie de tous les utilisateurs, en fait, et puis celle des informatiques. Mais pour monter en charge de cette façon-là, je suppose que ça oblige aussi à ouvrir des nouveaux serveurs, des choses comme ça, ou c'est purement le logiciel? Oui, il faut en effet augmenter toutes les capacités infrastructure. Donc ça peut être augmenter de la RAM, du CPU, du disque sur les serveurs. Ça peut être ajouter des nouveaux serveurs. Mais ça peut être aussi des capacités logicielles, c'est-à-dire sur certains équipements, des licences. On avait par exemple pour Skype la possibilité de rejoindre des conférences par téléphone, des numéros de téléphone. On avait 100 connexions simultanées au téléphone. On est en train d'augmenter cette capacité. Et là, il faut à la fois acheter des licences pour augmenter les capacités et à la fois
faire des opérations sur l'infrastructure, sur les connexions réseau, téléphonie, etc., pour pouvoir aussi avoir plus de connexions. Donc c'est souvent un peu les deux mélangés. D'accord. Et est-ce que vous avez une idée du surcoût que ça représente, cette montée en charge? De mon côté, elle est assez faible parce qu'on n'a pas beaucoup de montée en charge à faire. Là, les licences dont je parle, on parle de quelques milliers d'euros, autour de 3 000 euros. Donc, c'est pas grand-chose. Augmenter des capacités de RAM ou de disque, c'est pareil, on parle de quelques centaines d'euros. Donc, pour l'INRAE, je pense que c'est pas énorme. D'accord, Voilà. Après, pour nos partenaires, Renater, je pense qu'ils ont beaucoup plus à faire. d'accord. Et d'ailleurs, comment Renater, par exemple, se finance? Parce que c'est des logiciels libres, Alors, libre ne veut pas dire gratuit, hein. Il y a aussi toute la euh, partie support, etc. Par exemple, la messagerie de Renater, c'est Zimra, qui est basée sur libre, mais ils utilisent une version entreprise qui est payante parce qu'il y a du support, il y a des correctifs rapides, etc. Donc, en effet, et puis ils ont du personnel aussi, hein, donc ils ont des frais de fonctionnement. ouais. Donc, ils ont une partie de. En fait, ils ont des adhérents, dont l'INRA est. Il y avait l'INRA et l'IRSTEAN comme adhérents, d'ailleurs, on était même membres fondateurs. Et donc, les adhérents payent une redevance annuelle et ils ont aussi des aides publiques. Voilà, donc, c'est un financement D'accord. par ce biais-là. Ok, très bien. Et donc là, tu disais que vous, pendant les premières semaines, vous avez eu une grosse charge de travail pour encaisser le passage de tout le monde en télétravail. Est-ce que là, ça fait 2 semaines, est-ce que vous êtes revenu à la normale ou ça continue à être vraiment une grosse charge de travail? J'espère, on est que lundi matin. Donc, jusqu'à vendredi soir, c'était encore un peu tendu. Il y avait notamment toute une partie aussi de rapports, de faire des tableaux de bord pour la direction, pour que ça remonte dans les différentes cellules de crise de l'Institut, pour montrer qu'on était en capacité ou non sur tous nos aspects, tous les aspects de la DSI à pouvoir gérer cet afflux. Donc il a fallu adapter tous nos rapports à cette crise. Donc là, j'espère que tout est Que tout prêt. fonctionne. Mais bon, on va certainement nous demander encore des choses. Voilà, j'espère que ça va commencer à être un peu plus calme. D'accord. Bon, bah déjà, moi qui ai mes mails et Skype qui marchent, donc bah, merci. J'en profite pour dire, enfin, faut remercier toute l'équipe, hein, parce que on est une dizaine de personnes à travailler sur tous ces outils. Donc, c'est pas grâce à moi que ça tourne, hein, c'est vraiment voilà, grâce à tout le monde. D'accord. Et d'ailleurs, vous êtes situé où géographiquement, cette équipe-là? Alors nous, on est une équipe qui est complètement éclatée géographiquement, et ce depuis des années. Depuis qu'elle existe, en fait, elle a été créée en 2007, et depuis 2007, elle est répartie sur plusieurs sites. Donc on fait du télétravail depuis longtemps. Donc moi, je suis sur Montpellier, mais voilà, j'ai des personnes à Toulouse, à Avignon, à Sofia, à Jouy, à Paris, à Nantes, j'en oublie, à Versailles. Oui, donc un peu sur tous les centres INRA de France. Ouais, c'est ça. D'accord. Et maintenant, j'aimerais te poser des questions un peu plus personnelles par rapport à toi, et non par rapport à ta carrière, tout ça. Et donc, j'aime toujours commencer par savoir s'il y a un truc dans ta carrière dont tu es particulièrement fier. Euh, je- euh, Quand je suis rentré, enfin, ce qui me plaît d'être à l'INRA, ce qui me donne un peu de baume au cœur, on va dire, c'est euh, de pouvoir aider en fait les chercheurs et puis les administratifs de faire que par mon travail, je facilite le travail des autres. Voilà. Donc, j'espère ne pas mettre trop de contraintes dans le travail des chercheurs. Je sais que des fois il y en a, parce qu'on ne fait pas toujours hein, ce qu'on veut. Mais voilà, donc j'ai pas un événement particulier qui me rend fier. C'est plutôt le fond, le sens de mon travail. Je trouve Oui. utile.
Du sens qui, à l'heure actuelle, on parle beaucoup dans l'ensemble des médias sur le sens du travail. Ouais. Et l'autre côté de cette même pièce, c'est est-ce que tu pourrais partager quelque chose qui a été beaucoup plus difficile ou une erreur, un échec, un truc difficile à encaisser? Les choses. Alors, il y a eu. Je vais répondre en deux temps. Il y a eu des projets difficiles. Typiquement, le déploiement de Mercure est un projet difficile qui m'a coûté cher personnellement. Enfin voilà, ça a été beaucoup d'implications, beaucoup de stress, des heures de travail, des fois pour se prendre des volets de bois vert pour des positions limite théologiques, on va dire, sur Linux versus Windows, etc. Alors qu'on essaye de proposer un service générique. Donc ça, c'est parfois difficile. Après, ce qui est aussi difficile, c'est que on est soumis à des injonctions politiques, parce que l'INRA est un établissement public, voilà, donc il y a des directives politiques qui sont des fois un peu incompréhensibles, pas très pragmatiques, en tout cas à mon niveau, donc ça c'est compliqué à encaisser. Quand il y a des choses qui tombent d'en haut, incompréhensibles. On nous demande bêtement d'appliquer, j'ai un peu de mal de bêtement appliquer. Oui. Souvent, je comprends. Souvent de ma gueule, c'est pas toujours apprécié. Mais bon. D'accord. Oui, je suppose, c'est vrai que par rapport à chaque fois qu'il y a des problèmes de mail ou des choses comme ça, vous devez recevoir des centaines de mails d'insultes, des choses comme ça. Oui, on entend plus souvent les trains qui arrivent en retard que ceux qui arrivent à l'heure, c'est sûr. Mais bon, globalement, on essaye de garder la tête froide. Heureusement, on a des gens, des fois, au travers des tickets de support, etc., qui nous remercient pour les services. Donc ça fait chaud au cœur. C'est vrai qu'on entend plus souvent ceux qui râlent quand il y a un petit truc qui marche pas, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui marchent. Oui. D'accord. Et en cette période de confinement, est-ce que tu aurais une série ou un film à conseiller pour occuper les gens? Une fois qu'ils ont fini leur télétravail, évidemment. Alors en ce moment, je suis à fond dans Star Trek, donc je vous recommande Star Trek. Bonne série, un peu datée, mais pleine positive, très aussi, je trouve. C'est ma femme qui m'a fait la remarque d'ailleurs, qui était très progressiste sur les droits des femmes, très psychologique. Donc, on peut regarder avec toute la famille, je pense. C'est intéressant. Mais alors, laquelle des Star Trek? Parce que tu es plutôt Kirk ou Picard? Question piège. Non, moi, je suis très très Picard. D'accord. Et la nouvelle série ou la vieille Next Generation? Alors, j'ai pas encore regardé la nouvelle série. Donc, D'accord. il paraît qu'elle est très bien. Donc, c'est pour bientôt dans mon planning. Très bien. Et enfin, pour terminer, si suite à cette vidéo, des gens veulent te contacter pour discuter un peu avec toi de ce qu'on a parlé, c'est quoi la meilleure façon? Le mieux, c'est peut-être de laisser des commentaires dans la vidéo. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et à bientôt. De rien. Comme ça, bon courage, bon confinement.